À la une de l'actualité aujourd'hui, des embouteillages, conséquence directe de plusieurs mobilisations à la zone de la Lézarde contre le TCSP et sur la nationale contre la loi Macron. On reviendra sur ces multiples manifestations. Autre manifestation au Robert, les habitants de la Pointe Jean-Claude vont bientôt voir pousser une déchetterie dans leur quartier, un projet contre lequel ils se sont mobilisés ce matin aux côtés de l'Assopamar, vous le verrez. Nos eaux de baignade sont presque nickel, c'est ce qui ressort des analyses de l'ARS, des prélèvements réalisés entre octobre 2013 et septembre 2014, un travail de patience et de minutie que nous suivrons dans ce journal. Enfin, ils ont choisi de mettre leur jardin au service de la météo, rencontre avec ces particuliers qui accueillent chez eux des pluviomètres et autres outils de mesure du temps qui permettent à Météo France de faire des études plus précises. Bonsoir à tous, très heureuse de vous accompagner pour cette heure d'information. On démarre tout de suite avec cette manifestation aux aurores ce matin des salariés et chefs d'entreprise de la zone industrielle de la Lézarde au Lamentin. Dès 5 heures, la circulation a été fortement perturbée sur l'autoroute à cause du blocage de l'entrée principale de la zone. Objectif, dénoncer la fermeture prochaine de l'une des voies d'accès, celle qui passe par le magasin Promo Cash. D'ici 3 mois, elle sera condamnée par un chantier du TCSP. Pour les 2000 salariés et la centaine d'entreprises qui les emploient, ces travaux sont une véritable menace. Ils craignent une nette diminution de leur activité. Ce matin, ils ont également appelé à la réalisation de nouveaux aménagements dans une zone vieillissante qui existe depuis 50 ans et où la sécurité laisse à désirer. Une réunion de travail s'est tenue à la région pour débloquer la situation et trouver des solutions. Écoutez cette réaction recueillie par Loïc Régis. Pour moi, c'est une nasse. Demain matin, il y a un feu, on est fait comme des rats ici. On est pris. Alors là, maintenant, si vous construisez une maison, on vous demande sécurité. Le TCSP, nous, on n'a rien à... Ça ne nous gêne pas le TCSP. La seule chose, c'est qu'on demande une deuxième entrée-sortie pour la Lézarde. Et ils n'ont pas pensé ça dans leur plan, ça c'est leur problème. Mais on ne va pas se laisser faire. Parce que la seule petite issue qu'on avait qui pouvait nous servir de sortie, en cas d'urgence, on est prêt avec le passage du TCSP de nous bloquer cette petite sortie. Et je vous le disais, la région a donc accueilli les représentants des commerçants de la zone de la Lézarde. Une réunion d'au moins 2 heures qui a rassuré les professionnels de la zone quant à la sécurité de leur espace de travail. Écoutez, la vice-présidente du conseil régional, elle répond à Elodie Toto. Les travaux du TCSP sont peut-être un révélateur d'un certain nombre de dysfonctionnements et c'est le cas pour cette zone qui a été construite en 1963 et qui aujourd'hui n'a pas tous les éléments, toutes les garanties que devrait avoir une zone d'activité d'aujourd'hui qui draine 2000 salariés, autant clients tous les jours, sans compter 200 entreprises. Le dialogue est maintenant installé avec les riverains, nous devons nous revoir, nous avons contact avec la Chambre de commerce qui porte déjà une mission de réhabilitation des zones d'activité qui sont existantes, puis nous allons continuer de dialoguer. Il faut savoir que la zone est privée. Jamais oublier que cette zone est privée, elle est gérée par un syndic de copropriétaires. Si la région doit intervenir aussi dans le cadre d'un partenariat avec les chambres consulaires, avec les propriétaires, la région peut intervenir demain pour régler ce problème de désenclavement qui dure depuis plus de 50 ans. Mais il ne faut pas non plus faire porter au TCSP tous les problèmes qui pourraient exister dans ce lotissement d'entreprises. Et puisqu'on parle du passage du TCSP, voyez cette image qui marque la fin d'une époque à Fort-de-France. L'ancien bâtiment d'Air France qui abritait les marchandes depuis plusieurs années face au front de mer a été démoli ce matin. À sa place devrait donc passer le TCSP d'ici la fin de l'année. On termine ce volet social avec le coup de gueule des moniteurs d'auto-école. Ce matin, ils ont mené une opération Molokoï entre le Palais des Sports du Lamentin et la préfecture à Fort-de-France. Pour les automobilistes pris dans les bouchons, c'était une véritable plaie. Du côté des auto-écoles, cette nouvelle mobilisation nationale était nécessaire pour dénoncer la loi Macron qui prévoit notamment l'externalisation de l'examen du permis de conduire. La vingtaine de moniteurs mobilisés a été reçue en préfecture ce matin. Écoutez cette réaction d'un moniteur d'auto-école face à la caméra de Julien Goudichaud. Il y avait une opération effectivement escargot et je me suis allié tout de suite à ce mouvement puisque je suis personnellement concerné. Tous les chefs d'établissement du reste sont concernés en Martinique, que ce soit en France et dans les départements d'outre-mer. Nous sommes tous concernés, donc nous devons tous être solidaires de façon à faire entendre nos revendications qui sont on ne peut plus claires.
nous ne voulons pas que ces modifications persistent et nous sommes prêts justement à aller jusqu'au bout si Monsieur le ministre Macron ne prend pas en considération nos revendications. Beaucoup de personnes à qui nous avons remis ces prospectus sont totalement solidaires, totalement d'accord avec nous, chacun son métier. Politique en bref, avec cette suspension pour Karine Mousseau, la porte-parole de l'UMP, candidate malheureuse aux dernières municipales du François, a été suspendue de son poste au parti pour ses propos tenus dans l'édition du France-Antilles du 5 février dernier. Elle y qualifiait ses opposants politiques de plusieurs noms désobligeants. Parmi les personnalités visées, Bruno Nestor Azero, Catherine Conconne, Chantal Maignan, Alfred Marie-Jeanne ou encore Jenny Dulis-Petit. 94%, c'est le chiffre du jour. Il représente le pourcentage d'eau de baignade conforme aux exigences européennes en Martinique. Ce matin, l'Agence régionale de santé a présenté son bilan 2014. Entre le 1er octobre 2013 et le 30 septembre 2014, 1700 prélèvements ont été réalisés et analysés dans nos eaux. Un travail de fourmi qu'a suivi Louis Sabas ce matin aux Anses d'Arlet. Regardez. Il ne faut que quelques secondes pour réaliser l'opération. Un échantillon d'eau de mer est prélevé, il devra révéler la qualité des eaux. 1 à 4 prélèvements comme celui-ci sont effectués tous les mois sur chaque site de baignade, en mer comme en eau douce. Mais pour une analyse optimale, l'agent chargé de cette mission doit noter les conditions dans lesquelles l'échantillonnage a eu lieu. On essaie de savoir au niveau des conditions climatiques si le ciel était dégagé, nuageux, pluvieux, orageux, s'il y avait du monde. On regarde s'il y a des huiles. On a les tensioactifs, les mousses assez persistantes que l'on voit après les fortes pluies. Ça, c'est un indicateur de pollution aussi. Autant de paramètres qui sont scrupuleusement répertoriés, en plus du précieux échantillon d'eau de mer. C'est le dernier échantillon ? C'est au laboratoire départemental d'analyse du Conseil général que le prélèvement effectué est analysé. Ici, on cherche les pires ennemis des baigneurs, des bactéries. Elles sont révélées après 48 heures de culture par ultraviolet. On recherche les Escherichia coli et les entérocoques. Et on peut avoir des réactions allergiques sur la peau, des maladies. Pour préserver la santé des baigneurs, chaque année, ce sont plus de 1700 échantillons qui sont analysés dans ce laboratoire. Ils proviennent de 62 lieux de baignade. Ces sites seront classés excellents, bons, suffisants ou insuffisants par l'Agence régionale de santé. À cause de problèmes de gestion des eaux usées, 4 zones obtiennent la mention insuffisante en Martinique. Il y a Petite Anse, la baignade Petite Anse face au Marigot. Il y a aussi la baignade de Grand-Rivière, en amont du stade, eau douce, c'est la baignade de Rivière. Il y a aussi une baignade aux Trois-Îlets. Il y a aussi une baignade à Caritan. Mais que les amoureux d'eau turquoise et saine se rassurent, la tendance générale est à l'amélioration. En 2014, 94% des baignades étaient conformes aux exigences européennes, contre 90% en 2013. Et la mer, comme le ciel d'ailleurs, c'est aussi l'affaire de la météo. La météo, certains n'attendent pas le bulletin d'ATV pour la connaître et pour cause. Les prévisions se font en partie grâce à ce qui se passe dans leur jardin. Ces quelques particuliers ont accepté d'installer chez eux des outils de mesure de Météo France. Et vous allez voir qu'ils ne prennent pas leur tâche à la légère. Les petites mains de la météo, c'est un reportage signé Volana Razafi Manansoa. Tous les matins depuis 35 ans, c'est le même rituel. 365 jours par an, grâce à son pluviomètre, Alex Saint-Aimé mesure la quantité d'eau de pluie tombée la veille. 0,3, c'est-à-dire hier soir, il y a eu 0,3 mm d'eau qui est tombée sur le mètre carré. C'est pas beaucoup. Non, on est en carré, mais quand il pleut ici beaucoup, le récipient déborde et ça fait beaucoup. Une passion pour la météo qu'Alex tient de sa mère. Pour le bénévole, il est important d'assurer la relève. Ma mère, ça fait 35 ans, comme elle est malade, et puis je la remplace. C'est la relève de mes parents, quoi. Je fais parce que c'est la continuité. Je fais les relever le matin, ça me détend. Et j'aime ça. Aujourd'hui, une vingtaine de postes bénévoles existent en Martinique, contre une cinquantaine en temps longtemps. Si les stations de relevé automatique sont de plus en plus nombreuses, le travail des passionnés est très important pour les météorologues. C'est une complémentarité. Disons que les postes bénévoles ont l'intérêt de disposer d'une longue série de mesures pour pouvoir
classifier les événements extrêmes et puis suivre l'évolution climatique en Martinique. Donc il faut des postes tels que celui-ci. Sinon, il faudrait installer une station automatique à l'emplacement même, et ce n'est pas toujours possible. Ça coûte cher également. Et l'automatisation, ça peut aussi tomber en panne. Après avoir relevé sa mesure, Alex prend son cahier de notes et à la fin de chaque mois, il envoie ses données à Météo France. Le mois dernier était un mois particulièrement sec, une mauvaise nouvelle pour les fruits à pain. Les tiges se cassent parce qu'il y a trop de soleil en ce moment. Trop de soleil. On a perdu beaucoup puisque le prix était rempli. Eh bien, avant, tous les voisins ils prenaient, mais là, ce n'est pas pour cette année parce qu'il fait vraiment chaud. Et le soleil a commencé tôt. Malheureusement pour ces amoureux des jours pluvieux, les journées continueront à être plus chaudes. En Martinique, les températures ont augmenté de plus d'1 degré en 60 ans. Et pourtant, il fait froid. La nuit dernière, on a enregistré 19 degrés à Saint-Joseph et 20 degrés seulement au Morne-Rouge. Des températures plutôt fraîches qui font tout de même sortir les gilets malgré les prévisions de Volana Razafi-Manansoa. Alors pourra-t-on bientôt ranger nos gilets? C'est la question à laquelle a tenté de répondre Julien Goudichaud. Il y a ceux qui se baignent et ceux qui trempent juste le bout des pieds. Les averses ont mis les voiles, mais le vent souffle sur Fort-de-France. Les températures de ces derniers jours ont légèrement chuté. Le bruit court que par endroits, il ferait même froid sur l'île. Une rumeur qui n'est pas du goût de tous. J'ai donné l'information, il fait 19 degrés. Moi, j'ai pas senti ça. À la Martinique, c'est toujours pareil, c'est toujours la même température. Tous les nuits, je dors avec une couette, donc je n'ai pas senti la différence. 10 degrés, oui, ça se ressentait. Ma couette n'est pas épaisse comme ça, c'est une petite couette. Mais franchement, je n'ai pas senti de différence aujourd'hui à hier, non. Oui, mais voilà, un peu plus haut dans la montagne, du côté de Saint-Joseph, le froid fait l'unanimité des générations. Ces jours-ci, la plage, non, c'est exclu parce qu'il fait vraiment trop froid, la rivière, pareil. Le soir, oui, j'ai ma laine, ma couette, mes chaussettes aux pieds, la totale parce qu'il fait super froid. Si je peux mettre le bonnet, je la mets. Ces jours-ci, il a fait très froid le matin. Et même ce matin, on n'avait pas envie de sortir du lit. Le froid est vraiment intense. Je m'enveloppe dans un truc, dans la couette, mon Dieu, en métropole, quand je pense à eux, parce qu'il fait vraiment froid. Alors, faut-il s'inquiéter de voir arriver la neige un jour en Martinique ? Les températures sont un petit peu fraîches, mais ça n'a rien d'exceptionnel. On est à peine 1 degré en dessous des moyennes, toutes stations confondues sur l'île, en homogénéisant un petit peu. Et là, on a eu un week-end quand même très nuageux, donc le soleil a été relativement discret. Le corps, le ressenti, mesure beaucoup de choses. La température n'est pas forcément ce qui est le primordial. Il peut y avoir l'humidité, s'il y a du vent, si la personne est fatiguée. On commence à avoir carnaval, il y a peut-être des fatigues aussi ça commence à s'accumuler et qui font que les gens ont réellement froid. Mais ce n'est pas pour autant que la température est très basse. Rappelons que demain, les températures maximales sur Paris n'excéderont pas les 7 degrés. À Fort-de-France, elles seront de 32 degrés. Restez avec nous sur ATV. Dans un instant, on ira au Robert, à la Pointe Jean-Claude, où les riverains se sont mobilisés contre le projet de déchetterie ce matin. Et puis le JT des communes nous emmènera à la rencontre de l'association Famille Habitat Patrimoine, qui aide les familles à réaliser leur dossier de logement. Mais avant, c'est aujourd'hui la journée nationale de l'épilepsie. Hier, un pêcheur décédait suite à une crise justement d'épilepsie. Il est donc essentiel de revenir sur ce phénomène avec notre invité Boris Nazarov. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes neurologue au CHU de Martinique. Exact. Alors, c'est une pathologie qui est un peu floue, pour nous en tout cas. J'espère avec vous y voir un peu plus clair. Qu'est-ce que l'épilepsie? Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est génétique? Est-ce que ça se soigne? On a plein de questions. Donc, la définition de l'épilepsie est assez simple. En fait, effectivement, c'est une maladie qui se traduit par la répétition de crises d'épilepsie. Donc, pour être étiqueté épileptique, il faut faire des crises d'épilepsie à répétition. N'importe qui peut faire une crise dans sa vie de façon occasionnelle, sans être pourtant épileptique. Voilà, sans être pourtant épileptique. Donc, une seule crise ne se traite pas le plus souvent. Et donc, c'est à partir de quand on constate qu'il y a une répétition des crises, on dit que le patient est épileptique. Et on met en route un traitement. Il y a plusieurs types de traitements d'épilepsie. Ça se soigne, ça se guérit ou ça se soigne Ça peut se soigner et ça peut être guéri aussi,
parce qu'il y a des moyens, tout ce qui est chirurgie d'épilepsie aujourd'hui. D'accord. Et donc, l'épileptique peut être guéri. Pas tous il y a plusieurs types d'épilepsie. Donc, il y a des types d'épilepsie où la chirurgie est tout à fait indiquée et donne des résultats entre 70-80% de bénéfices. Ouais. Alors, qu'est-ce qui provoque ces crises? Parce que pour les passionnés de jeux vidéo, par exemple, on peut lire au début du jeu « Attention, risque de crise d'épilepsie ». Finalement, comment ça se déclenche? Ok, donc pour déclencher une crise chez quelqu'un qui n'est pas épileptique, il faut vraiment mettre beaucoup de facteurs agressifs. Par exemple, moi, je peux faire une crise d'épilepsie si on ne me laisse pas dormir pendant 3-4 jours. N'importe qui peut faire une crise. Hein. Mais pour l'épileptique, ces facteurs sont beaucoup moins forts. Donc, il y a 3 types de facteurs déclenchants: stress, contrariété, manque du sommeil et l'alcool. D'accord. Okay. Donc, sur les jeux vidéo, on écrit ça parce que c'est plutôt comme par le biais de la fatigue que les jeux vidéo peuvent provoquer les crises d'épilepsie. C'est pas tant la violence d'un jeu, par exemple, qui pourrait... non, c'est surtout, ça peut contrarier, ça peut créer une fatigue, parce que le plus souvent, les enfants, les adolescents jouent très longtemps, trop longtemps même. Et comme n'importe quelle fatigue, ça peut provoquer une crise d'épilepsie. Il ne s'agit pas de fréquence d'images comme c'était avant avec des écrans anciens, où effectivement 24 images par seconde pouvaient synchroniser les neurones cérébrales et donner des crises d'épilepsie. Les écrans d'aujourd'hui, ce n'est pas du tout la même chose, donc c'est... Par autre moyen, on déclenche les crises. Comment on reconnaît une crise d'épilepsie? Puis surtout, comment ça se traite? Si vous en faites une là tout de suite maintenant, moi, qu'est-ce que je dois faire? Ok, donc il y a plusieurs types de crises d'épilepsie. Donc les crises les plus spectaculaires, on les appelle les grosses crises, les crises généralisées tonique-cloniques. Donc toute crise d'épilepsie, c'est une manifestation de courte durée, entre 2 et 3 minutes à peu près, qui est stéréotypé chez le même patient. Donc le même patient présente les choses bizarres, entre guillemets, et ça se répète. C'est toujours la même chose chez le même patient. Okay? Mais chez les patients différents, ça peut être les choses différentes. D'accord. Voilà. Donc chacun a sa façon de présenter la crise. Exactement. Ça dépend à quelle partie du cerveau est touchée par l'épilepsie. C'est assez simpliste, mais c'est plutôt ça. Donc les crises généralisées tonique-cloniques, le patient perd la connaissance de façon brutale. Il tombe, après pendant une trentaine de secondes, il s'enraidit, donc il y a une phase appelée tonique, donc il y a une crispation très forte de tous les muscles du corps, y compris tout ce qui est diaphragme. Le patient peut émettre un cri, et après cette phase de trentaine de secondes de crispation en phase tonique, la phase qui s'appelle clonique, avec des secousses, qui survient, et cette phase dure à peu près 1 minute 30. Qu'est-ce qu'on doit faire alors dans ces cas-là? Donc dans ces cas-là, le patient, donc, quand il tombe, si on n'arrive pas à le maintenir, donc il est déjà tombé, mais ce n'est pas évident bien sûr. Donc quand il est par terre et convulse, il faut dégager des objets potentiellement dangereux pour sa tête. Donc maintenir sa tête pour qu'il ne se cogne pas contre le sol. Voilà. Il faut mettre ce patient dès que possible à la position latérale de sécurité. Et donc attendre quand la crise se termine. Il n'y a pas de moyen de faire de couper la crise. Donc il ne faut pas frotter mes patients, et surtout les parents racontent des choses vraiment peu évidentes, mais donc il faut juste attendre que la crise cédera toute seule. Il ne faut rien mettre dans la bouche. Donc tout le monde pense, je ne sais pas pourquoi, il faut mettre des cuillères, une cuillère dans la bouche. C'est une bêtise. Il ne faut pas mettre des cuillères dans la bouche parce qu'on va casser les dents peuvent partir dans les poumons. Si les gens mettent les doigts, on peut avoir des morsures très fortes au niveau. Donc rien mettre. Si le patient se mord la langue, c'est pas grave. Dans 3 jours, ça sera cicatrisé et c'est tout. Au moins comme ça, on sait quoi faire. Merci beaucoup, Boris Nazarov, pour ces explications. Merci d'avoir été avec nous. On évitera du coup de faire des bêtises quand on croisera des épileptiques. Merci encore. De rien. Partons maintenant en Guadeloupe, où le mot pépite a un nouveau sens. Depuis ce matin, c'est officiellement un sigle qui signifie
Pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. Il a été lancé au campus de Fouilleul en présence des autorités politiques et universitaires. Le dispositif est national. Il vise à diffuser la culture de l'innovation et à encourager l'esprit d'entreprise des étudiants. Pour ce faire, un partenariat a été signé entre l'Université des Antilles et la Caisse des dépôts. Il prévoit une dotation de 25 000 € allouée sur 3 ans par l'État et la Caisse des dépôts afin de soutenir les actions de promotion de l'esprit d'entreprendre de 13 000 étudiants. Écoutez ces quelques précisions recueillies par Linda Gayarsi. Notre projet, parce qu'on est 5 créateurs, déjà un étudiant allemand, un doctorant de l'UAG et un lycéen du CREPS Antilles-Guyane. C'est un concept, d'accord, c'est CREAT, d'accord, création, réalisation, élaboration, adaptation et transformation. Notre idée, c'est de pouvoir dynamiser et stimuler le secteur du développement durable en Guadeloupe. Maintenant, on est à un stade où on aimerait, on a eu la vision, on aimerait s'engouffrer dans la brèche, voilà, pouvoir, à travers Pépite, avoir les contacts, le réseau, comme ils l'ont dit, le networking, tous les outils qui vont avec, de manière à pouvoir, commencer à ficeler et à consolider le dossier de création. Par rapport à des enquêtes qui existent au niveau national, un quart des jeunes de moins de 28 ans souhaitent créer. Seuls 3% le font. Donc c'est qu'il y a vraiment une demande, mais le pas est difficilement franchi à ce jour, donc ce dispositif permettra de répondre à la demande. Les avantages du statut étudiant-entrepreneur, c'est que par exemple un jeune diplômé qui a un projet de création d'entreprise, il a fini ses études, donc il se retrouve demandeur d'emploi, donc sans statut juridique, sans protection, sans sécurité sociale étudiante, etc. L'objectif, c'est qu'avec ce statut, il reste étudiant avec tous les avantages juridiques, mais il travaille sur son projet de création d'entreprise. Donc il a droit à la bourse, il a droit à la sécurité sociale étudiante, l'encadrement juridique, mais sauf qu'il travaille sur son projet de création d'entreprise. Retour en Martinique, nous sommes lundi. Ce soir, Pays Jeudi revient. Sabrina Doré s'intéressera à l'hébergement et la prise en charge de nos seniors. 3 possibilités sont offertes aux plus de 60 ans, en matière de logement en tout cas, les maisons de retraite, les accueils de jour en EHPAD ou le maintien à domicile. Et c'est cette dernière option que choisissent la majorité des retraités martiniquais. Et pour cela, le Conseil général a lancé le dispositif Bien vivre chez soi, un système qui comprend de nombreux outils pour faciliter les conditions de vie des personnes âgées à domicile. Ce sera le dossier de ce soir dont voici un extrait. Rivière-Salée, 10h, c'est l'heure des feuilletons télé. Dans la maison de retraite Logis Saint-Jean, les pensionnaires se réunissent pour apprécier le feuilleton en collectivité ou chacun de son côté. Pour Cécile, l'accueil en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, plus connu sous le nom d'EHPAD, est un moyen de ne pas rester seule chez elle. En bonne condition physique, elle peut y vivre normalement et même sortir faire ses courses au bourg de Rivière-Salée. Je n'ai pas d'enfant et je voulais, enfin mes parents voulaient que je venais avec eux. Mais j'aime pas trop gêner les gens chez eux. La personne a besoin de sortir, je suis là. La personne se prive pour ne pas sortir à cause de moi. Alors c'est pourquoi j'ai dit, bon, je vais choisir une maison de retraite. Et puis, bien. Voilà, ce sera ce soir à 20h dans Pays Jeudi. Un week-end vient de s'achever, un week-end riche en sport. On retient le sacre d'Alfred Trama au terme de la mythique entre le Prêcheur et Grand-Rivière. À noter également la suite des championnats en sport collectif et notamment en football où le Golden Lion creuse son écart avec le club franciscain. Retour sur 2 jours de sport intense avec Caril Chassol, Loïc Régis et Michelet François. En football, à l'issue de cette 14e journée du championnat de DH, le Golden Lion reprend sa distance avec le club franciscain. Vainqueur du CSB Limois, les Joséphins profitent des faux pas du club franciscain et du club colonial, mais également de la défaite du Golden Star. Le Golden Lion a 6 points d'avance sur le club franciscain et 9 sur le club colonial. Le Golden Star et l'Aiglon suivent. Chez les femmes, la 10e journée du championnat n'a pas réservé de surprise. Nul entre le club colonial et toute saison. Victoire en revanche du club franciscain et du RC Saint-Joseph. Au classement, les Joséphines sont leaders avec 9 points d'avance sur l'US Robert et le RC Rivière Pilote. 4e l'émulation à 12 points du leader joséphin. En handball, la 13e journée du championnat de pré-national a vu le réveil sportif poursuivre sa marche en avant. Les favoris, l'AS Mondizès et l'USS Citron se sont imposés. L'Arsenal a lui fait match nul. Enfin, l'Étoile de Gondo a empoché les 3 points.
Au classement, les Gros-Mornaises mènent la danse devant l'AS Mont-des-Esses, l'USC Citron et l'Arsenal. Chez les hommes, le réveil ne connaît pas la même réussite. En revanche, victoire de l'Étoile de Gondo, Sainte-Anne-Cap-110, l'ASC du COS et de l'UJ Redoute. Pas de changement en tête du classement. L'Étoile de Gondo est leader devant Sainte-Anne-Cap-110, l'ASC du COS et l'UJ Redoute. En basket masculin, la 14e journée du championnat élite a vu les ténors s'imposer. C'est le cas du Golden Star, de l'USAC, du Golden Lion et du SC Lamantinois. Au classement, l'USAC est en tête devant le Golden Star, le SC Lamantinois et le Golden Lion. Chez les femmes, la surprise est venue de la défaite du Golden Lion, battu par l'Aiglon. Victoire logique en revanche de l'Éclair, la Gauloise, du SC Lamantinois et des Black Stars. Au classement, les Saléennes mènent la danse devant les Trinitéennes, Spiritaines et Joséphine. En volleyball féminin, la 16e journée du championnat a vu les victoires du Rayon, de l'Espoir, de l'Éveil, du Good Luck et du Club Colonial. Le Rayon est toujours leader devant l'Espoir, l'Éveil et le Good Luck. Chez les hommes, une seule rencontre a pu se jouer. Le Rayon a disposé de l'Éclair. En raid, la mythique, longue de 34 km entre le Prêcheur, Grand-Rivière et le Prêcheur, a vu un doublé du Golden Star. Fred Trama s'impose devant Stel Vramanik. C'est l'heure de notre coup d'œil quotidien sur vos quartiers. Tout de suite, le JT des communes. Le JT des communes qui commence au Robert, où les habitants de la Pointe Jean-Claude se sont rassemblés ce matin autour de l'Assopamar. Dans leur ligne de mire, la future déchetterie qui doit être installée dans le quartier d'ici la fin de l'année. Un projet que les riverains refusent et dont ils craignent les conséquences néfastes sur l'environnement. Ils dénoncent également le manque de communication autour de ce chantier. C'est en tout cas ce qu'ils ont confié à Loïc Régis. Barrage filtrant à l'entrée du quartier et signature de pétition, les habitants de la Pointe Jean-Claude se mobilisent. La décharge qui doit voir le jour sur ce site inquiète les riverains. Sans information réelle sur le projet, beaucoup s'interrogent sur les conséquences d'une telle structure à proximité de leur maison. En gros, c'est de l'enfouissement qu'ils vont faire par là. Quelle retombée qu'il y aura bientôt, quelle façon que ce sera exploité, personne ne sait. Et ça vous fait peur? Largement, puisqu'il y a quelques baies qui sont mortes ici. Donc, à ce moment-là, si la baie qui est à côté de chez nous sera encore morte. Que j'ai peur pour la génération qui vient après. Parce qu'ils vont polluer toute la surface de la baie du Trésor et la baie de la Pointe Jean-Claude. Il manque de la lumière, il manque de la route aussi. Alors, il y a des gens, il y a des grandes personnes. Alors, on devait maintenant aménager là. Au lieu de faire ça? Au lieu de faire ça. Mais oui. Annoncé depuis des mois, le chantier de la future déchetterie aurait démarré il y a quelques jours. Une situation anormale, selon les membres de l'association écologique Assopamar. Ils dénoncent un non-respect de la procédure. Le chantier commence en toute illégalité. Il y avait une enquête publique qui s'est terminée le 9 janvier et sur laquelle il y a eu des observations. Donc, il n'y a pas encore d'autorisation de donner, puisque le rapport du commissaire enquêteur n'est même pas encore sorti. Donc, par conséquent, nous estimons que les riverains ont le droit de demander l'arrêt des chantiers. Les voies d'accès ont été libérées en fin de matinée. Le président du syndicat mixte intercommunal de traitement des ordures ménagères a affirmé aux représentants de l'Assopamar qu'il ne s'agirait pas de travaux de terrassement, mais simplement de défrichement. Et bien sûr, il s'agit d'Henri-Louis Régis et non pas Gabriel. Plus que quelques jours avant le début du carnaval, ce matin, les enfants des écoles de Saint-Joseph sont descendus dans les rues de la commune pour montrer à tout le monde leurs beaux costumes et faire leur vidée. Un avant-goût de vacances. Comme toujours, chaque école avait son thème. Des chatons aux papillons, en passant par les cuisiniers et les légumes. Il y en avait de toutes les couleurs, comme a constaté Isabelle Ferrière. C'est cuisinier. Ce qui était bien dans le carnaval, c'est qu'on a défilé dans la rue. On a bien dansé. Le défilé s'est super bien passé. Il y a eu les écoles ont fourni beaucoup de travail. Il y a eu le char qui ont mis beaucoup d'ambiance. J'ai trouvé
trouvé qu'il était magnifique. Les enfants avaient de très beaux costumes. Donc c'est vraiment une expérience à renouveler dans la ville de Saint-Joseph. Moi, j'ai très apprécié le moment que j'ai passé. Oui, très bon moment. On a dansé, ma fille a dansé, c'était super. On termine ce journal dans le sud avec l'association Famille Habitat Patrimoine. Depuis l'année dernière, elle assure le suivi administratif de dossiers de logement pour les familles de Sainte-Luce et de Rivière-Pilote. Un service qui tombe à pic puisque la demande est très forte. Depuis juin dernier, une 50aine de dossiers a été traité. Voyez plutôt le reportage d'Hubert Bornil et Michelet François. Le service de grande proximité s'installe en plein cœur de Rivière-Pilote. L'association s'y est implantée il y a à peu près 2 ans. Association Famille Habitat Patrimoine pour venir en aide justement aux familles désireuses d'aller plus loin dans leurs démarches administratives. L'association Famille Habitat Patrimoine s'est trouvée un emplacement idéal dans la rue principale du bourg de Rivière-Pilote, pratiquement à 2 pas de la mairie. Dans cette salle, depuis environ 6 mois, une petite équipe reçoit les familles et les aide dans leurs différentes démarches administratives et sociales. Ici, on leur propose d'emmener les papiers et de faire le nécessaire. C'est la facilité pour cette... Parce qu'il y a des personnes âgées qui sortent à la campagne pour descendre, le temps de descendre à Fort-de-France, surtout pour les moyens de transport. Ce n'est pas tout le monde qui a des moyens de transport. Tandis que quand ils ont des dossiers, le RSA, CMU, tout ce qui s'ensuit, eh bien ici, la secrétaire demande le nombre de papiers, ils ont le pouvoir d'emmener et la secrétaire fait le nécessaire. Un véritable service d'accompagnement et de proximité donc, et toutes les familles originaires du sud de Martinique peuvent en bénéficier. Il faut rappeler que cette association existe à partir d'une association qui s'appelle les Petits Métiers du Sud. À l'époque, on estimait déjà qu'il y avait beaucoup de petits services qui n'étaient pas rendus à la population. Il s'agissait de faire, comme son nom l'indiquait, des petits métiers, la tondeuse, le passage, le lavage, des choses comme ça. Dans l'immédiat, l'association multiplie les actions afin de porter l'information au plus grand nombre. Pour ses administrateurs, ce n'est pas une administration de plus. La FPH se donne pour mission d'aller au plus près des préoccupations des familles. Nous avons pensé qu'il était préférable d'être à proximité des gens, d'abord pour pouvoir faciliter l'intermédiation entre eux et tous les organismes administratifs et sociaux, et pour aussi leur apporter un certain nombre de conseils dans la constitution de leur dossier. Enfin, notons que l'association propose aussi des activités culturelles et sportives, mais également des voyages dans le but de favoriser la cohésion sociale. Voilà, depuis juin, une 40aine de dossiers ont été traités dans cette association. Principalement, cela concerne l'aide à l'habitat. On sait désormais où trouver cette association. C'est en plein cœur de Rivière-Pilote. C'est bien ça? Oui. Merci Hubert Bornil. C'est la fin de cette édition locale et communale. Merci à tous de l'avoir suivi. Ne bougez pas, dans un instant, on reste tout près de vous avec Anche PIA. À tout de suite.